You know, man, it could be worse. A woman could cut off your penis while you're sleeping and toss it out the window of a moving car. There's always that. I don't know, it's just when you buy furniture, you tell yourself, that's it, that's the last sofa I'm gonna need. Whatever else happens, I've got that sofa problem handled. I had it all. I had a stereo that was very decent, a wardrobe that was getting very respectable. I was close to being complete. Shit, man, now it's all gone. All gone. All gone. You know what a duvet is? Comforter. It's a blanket. Just a blanket. Now, why do guys like you and I know what a duvet is? Is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense of the word? No. What are we then? We're, consumers. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear, Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Martha's polishing the brass on the Titanic. It's all going down, man. So fuck off with your sofa units and string green stripe patterns. I say never be complete. I say stop being perfect. I say let's evolve. Let the chips fall where they may. That's me, and I could be wrong. Maybe it's a terrible tragedy. No, it's just stuff. It's not tragedy. Well, you did lose a lot of versatile solutions for modern living. Fuck, you're right. No, I don't smoke. Oh, my insurance is probably gonna cover it, so. What? The things you own end up owning you. But do what you like, man. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh, nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, troll, c'est bien. Oh, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Je propose que pendant toute l'émission on dise Fight Club à la manière de Mel Gibson comme on vient de l'entendre. Fight Club. Ça sera très bien. Donc, vous l'aurez compris, une émission consacrée à ce film David Fincher qui date de 99 à l'occasion de sa projection lors des films du dimanche soir proposés par Le Cinéma est mort et nos ennemis mais néanmoins concurrents En attendant Godard sur Syllab qui
qui, au moment où nous enregistrons cette émission, viennent d'enregistrer eux-mêmes une émission consacrée à ce film. Vous pourrez comme ça faire la petite comparaison entre les deux. Nous sommes, nous, en train d'enregistrer dans la succursale de Canal B, à savoir l'arrière-cuisine du Docteur Moreau. Merci Antonin de nous Quartier accueillir. Alphonse Guérin. Merci de nous accueillir chez toi. Nous allons revenir, bien évidemment, sur ce film, sur David Fincher en général, mais surtout sur notre impression, sur l'impression qu'a pu nous faire Fight Club à l'époque et sur celle qu'elle peut encore nous faire aujourd'hui. On n'est pas forcément d'accord sur ce film, même si on se rejoint quand même sur David Fincher, sur l'appréciation qu'on peut avoir de ces films. Mais Fight Club est là, justement le petit grain de sable. Pierre d'achoppement. Ouais, le petit grain de sable un peu dans sa filmographie. Et je propose de démarrer tout de suite cette confrontation, ce débat, même si j'ai dit que c'était le 26 le dimanche 26 à 21h. Ouais, voilà, ouais. on le répète quand même au cas où, à l'Arvor bien évidemment, comme toutes les séances du dimanche soir, et on espère encore une fois qu'il y aura du monde comme pour les précédentes séances. Il n'y a pas une énorme prise de risque en choisissant ce film-là, hein. Heureusement, parce que personne ne l'aime à part moi. Oui, et oui, c'est l'impression que ça donne, hein. On a eu débat quand même un rapport au fait même du dimanche soir, hein, je pense. Moi, c'est vrai que je considère pas ce film comme forcément agréable comme peut l'être un film dimanche soir. Juste pour revenir rapidement comme ça sur justement mon impression que j'ai pu avoir, Fight Club, j'ai découvert un tout petit peu après sa sortie. Elle s'est sortie en vidéo, en fait, c'est là où il a connu le plus de succès de toute façon, puisque le film à sa sortie cinéma, en tout cas aux États-Unis, n'a pas été un gros succès, hein. Ça n'a pas non plus été un flop, mais c'était pas un gros succès, loin de là. Et il a vraiment connu une renommée à l'étranger, hors États-Unis, et puis surtout à sa sortie en vidéo et en DVD d'ailleurs, en DVD, parce que c'est surtout ça. Un des premiers DVD avec commentaires audio et tout le tremblement. Et il arrive assez tôt dans la carrière de Fincher, hein, c'est son 3e long métrage, après The Game non, son 4e long métrage, pardon, après The Game, juste avant il y avait Seven, et puis il a démarré avec Alien 3, et c'est là où je voulais quand même, moi quand Fight Club sort et quand je découvre Fight Club, j'ai assez facilement l'envie de le rentrer encore une fois dans cette catégorie. J'aime bien faire les catégories, j'aime bien mettre... c'est en ça que tu es un vrai critique de cinéma. Exactement. De cinéastes petits malins. On aurait pu on mettait Bryan Singer, hein, avec son Usual Suspect, et puis d'autres gens dans cette catégorie-là. Moi, j'aurais bien mis Danny Boyle aussi à un moment, justement, là-dedans. Et évidemment... On peut compter un peu les M. Night Shyamalan, enfin tout ce cinéma Shyamalan, un peu des années 90 et surtout de la deuxième moitié des années 90 où on pourrait aussi faire entrer dans une certaine mesure les Wachowski. En tout cas, il y a toute une... Près 11 septembre. Ouais, près 11 septembre. En tout cas, surtout fin de septembre. siècle, en fait, où il y a eu toute une flopée de films qui sont sortis comme ça, où d'un coup, dans la lignée un petit peu d'une sorte de cinéma qui était très méta à l'époque, sur le sillon de Scream et compagnie, en tout cas de cinéma qui arrivait dans une sorte de fin de course de la postmodernité, c'est-à-dire qu'on faisait des films où à la limite on était conscient, où on s'adressait à un spectateur qui était soi-disant conscient qu'il était devant un film, il fallait jouer avec lui, il fallait nouveau, hein, inventer mais dans les années fin 90, comme tu le dis, c'est devenu une touche, truc particulier pour attirer le spectateur. Ouais, et puis je pense qu'au-delà, se retrouvait sans doute là-dedans. Bien sûr, et puis je pense que c'est quand même là où c'est assez fascinant, c'est qu'on peut pas non plus toujours réagir en tant que on peut pas penser que c'est uniquement un but commercial. C'est qu'il y a un moment où il y a un truc dans l'air du temps qui est là, qui est très fort, et que des films même comme Fight Club ou comme Matrix ou comme les films de Shyamalan qui te montrent un monde dont on nous dévoile après le fait que tout ça n'a été qu'un simulacre, c'est quelque chose qui arrive en très peu de temps, en 2 ou 3 ans. Il y a plein de films comme ça qui ont tous marqué les esprits, et que le fait que ça arrive à la fin des années 90 est assez représentatif. On est au moment où Internet commence à atteindre son développement, non pas maximum, mais vraiment se développer réticulairement, on va dire, ou vraiment occuper une place dans nos vies. Et il y a ce truc-là qui arrive de façon très forte. C'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'il y a peut-être un petit peu, je pense, de ça dans le rapport que le spectateur va avoir avec un film. C'est cette facilité que le spectateur va pouvoir avoir
pour acquérir du savoir. C'est-à-dire que l'arrivée d'Internet, c'est le savoir à portée de main aussi, en fait. Et moi, après, je me lance ça, j'ai pas fait de recherche là-dessus, hein, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une impression que, voilà, on va avoir le savoir à portée de main, on va plus pouvoir nous berner, justement. Et il y a eu un amusement de la part de beaucoup de cinéastes, au-delà du méta, justement, dont tu parlais, de Scream, par exemple, et dont Fight Club peut faire en partie. Il y a le méta et il y a aussi le petit malin, et les deux vont parfois se croiser, justement, et là ça touche justement une période assez particulière, en effet, quoi. Et c'est vrai qu'après il faut juste peut-être repréciser ce qu'on entend par le cinéma de petit malin, dans lequel on mettait pour faire un gros sac avec des gens qu'on aime bien et des gens qu'on aime moins, mais comme des Christopher Nolan ou des gens comme Danny Boyle, des gens comme Shyamalan, des gens comme Fincher, justement qui seraient des cinéastes qui justement maîtriser l'écriture de façon à créer des choses un petit peu poudre aux yeux. Enfin, je pense que le type qui fait toujours ça, d'ailleurs, c'est Christopher Nolan, et qui avait même presque théorisé ça avec Le Prestige, son film qui était presque le testament du cinéma de petit malin, où vraiment c'était vraiment la théorie de ce que c'était le cinéma en tant que tour de magie pour te montrer un monde qui est une illusion, te le dévoiler de façon encore plus spectaculaire que c'est une illusion, donner l'impression au spectateur qu'il est intelligent alors qu'on l'a un peu berné et finalement n'avoir pas grand chose à dire. Mais Fincher l'a fait un petit peu aussi avec The Game, dans une autre mesure, mais il l'a fait un petit peu avec The Game. Avec Seven aussi, finalement, c'est pas un twist. Oui, dans le genre méta aussi, justement, ce qu'on raconte de ce cinéma de petit malin, de on vous berne, et pourquoi est-ce qu'on vous berne aussi, en fait. Il y a un moment, ce qui devient intéressant aujourd'hui quand on revoit les films aussi, même s'il procure même le film de Nolan, pour le coup c'est peut-être mon préféré de Nolan, hein, celui-ci, mais The Game, moi, me plaît beaucoup aussi de Fincher, et donc il fait juste avant Fight Club. Il y a ce côté méta sur évidemment la fabrication même du spectacle, finalement, mais sur aussi le pourquoi, en fait, et c'est là que ça devient je trouve très intéressant, c'est pourquoi justement on cherche à vous berner, et où ça il y a un mélange justement de ce côté méta avec un vrai premier degré. C'est là que c'est vraiment moi où ça me plaît, parce que du coup si je regarde un film uniquement justement avec ce méta, avec en me disant tiens c'est intéressant, non, ça marche pas. Il faut qu'il y ait ce premier degré constamment. Ce que Shyamalan, je pense, a aussi très bien compris assez vite, c'est que ce qui est important, c'est de cette croyance quand même en ce qu'on raconte. Sinon on part dans des délires qui sont complètement obscurs. Ça n'a plus aucun sens de travailler même dans le système hollywoodien comme ils le font tous, parce qu'on parle de gens qui sont quand même au sein de gros studios, qui font des séries A à ce moment-là, et c'est là où Fight Club deviendra aussi intéressant, parce qu'on est au sein justement d'une grosse entreprise. Qu'est-ce que ça raconte au sein de cette entreprise-là, quoi. Bien sûr. Mais au moment où Fight Club sort, pour en revenir à mon expérience personnelle, parce que j'ai envie de parler de moi quand même, l'adolescence, à fond dans l'adolescence même d'ailleurs, et donc quand je le découvre, c'est la sortie vidéo, il a déjà une aura en fait finalement assez culte à mon niveau. Les gens parlent déjà de Fight Club comme d'une espèce de grands coups de poing dans la société de consommation, ou des conneries de ce genre, un grand mouvement rebelle, punk, je sais pas, des conneries de ce genre. Le film subversif par excellence. Voilà, c'est le grand film subversif qu'il faut voir, quoi. L'anti-Amélie Poulain. Grosso modo, hein, c'est vrai qu'on a à côté, il y a les rebelles, parce que moi je suis au lycée à ce moment-là, le rebelle, du coup, c'est Fight Club, c'est son objet qui va porter comme un étendard, et évidemment ça me déprime profondément, parce que quand je vois le film, je me rends déjà compte à cette époque-là que le discours qu'il porte contre la société de consommation, le discours porté en tout cas par le personnage du film, c'est là où il faut faire attention, mais en tout cas le discours porté par les personnages du film contre la société de consommation est extrêmement limité. Enfin, c'est du niveau d'Alain Souchon, full sentimental, ça va pas plus loin, sauf que ça prend 2h30 pour raconter la même chose. Sur la société de consommation, c'est lamentable. Enfin, c'est lamentable, c'est pas que c'est lamentable, c'est que c'est vraiment, ça me fait penser 99 francs de Frédéric Becbédé. Enfin, c'est qui vraiment... doit beaucoup à Fight Club. Ouais. Voilà, évidemment, mais voilà, c'est du même niveau. Je parle du film et pas du livre de Chuck Palahniuk dont il est adapté, et on n'en parlera pas trop d'ailleurs de Chuck Palahniuk parce qu'on n'a pas lu Chuck Palahniuk, donc voilà. Ça mais sert à rien, il y a eu un film. Voilà, c'est ça. Et il a écrit une suite d'ailleurs à Fight Club il y a quelques années, voilà, et c'est son premier roman qui a été édité. Chuck Palahniuk, il en avait écrit un avant mais qui n'avait pas été accepté. Il avait été journaliste avant beaucoup. C'est un type qui est quand même très en colère contre justement l'aliénation sociale, la société
de consommation, beaucoup de choses de ce genre, qui évidemment pour un adolescent sont extrêmement attirantes. Enfin, cette forme de rébellion est extrêmement attirante, bien évidemment, quoi. Et tout casser, tout détruire pour enfin faire non pas une révolution, mais tout détruire pour recommencer à zéro, c'est évidemment très attirant. Ça m'avait pas du tout marqué à l'époque, et à cause de Parce que Fight t'es Club, un gros réac. sans doute, parce que je suis un gros réac, et le monde est très bien comme ça, pourquoi le changer? mais à cause de Fight Club, alors que j'avais bien aimé Seven, j'avais même beaucoup aimé Seven quand il était sorti justement, à cause de Fight Club, j'en étais arrivé à me dire mais Fight Club ça doit être de la merde aussi, donc j'avais mis Seven c'est de la merde aussi, donc j'avais mis Seven dans le même paquet en disant c'est tout pourri, et était arrivé une forme de révélation, c'était la sortie de Zodiac, dont on avait beaucoup parlé dans cette émission, parce que, et je crois que tu étais d'accord avec moi à cette époque-là, hein, pour dire que enfin Fincher se réveille, comprend ce que c'est le cinéma, fait un anti-Seven grâce à Zodiac, où là on a enfin du vrai cinéma qui est capable d'être dans la sobriété parce qu'il a quelque chose à raconter, des conneries de ce genre, quoi. Il a fallu beaucoup de temps finalement et voir les Fincher suivants qui malheureusement aujourd'hui me paraissent comme non pas les plus faibles, mais en tout cas avec beaucoup de faiblesse par rapport justement à un film comme Seven qui à la revoyure, plus je revois Seven, plus je me dis mais c'est un grand film, c'est un grand film qui est fait au poil de cul près, qui à voir aujourd'hui paraît comme un classique. Ouais, bah moi après pour aussi parler de ma vie, hein, moi je sais que Fincher ça a toujours été ça a été un cinéaste de toute façon qui a été hyper important dans ma cinéphilie, parce que même dès son premier film, parce que Alien 3 c'est le premier Alien que j'ai vu en salle, et moi c'est un film que j'ai jamais réussi à détester. C'est effectivement un film que de toute façon David Fincher désavoue, hein. C'est un film, on va pas revenir là-dessus, mais qui a eu des énormes problèmes de production, hein. David Fincher ne veut pas en entendre parler, il est absent de tous les bonus DVD et compagnie, le montage lui a échappé. Réussi à être director's cut. Voilà, mais c'est moi c'est un film que évidemment que je trouve bien inférieur à Alien et à Aliens, mais c'est un film que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir et qui m'avait effectivement beaucoup marqué aussi à l'époque, parce que c'était aussi, voilà, moi je vois ça, je sais plus quand le film sort, peut-être en 96 ou en 80, peut-être même plus tôt que ça. 93, donc j'avais 13 ans, je le vois en salle. 95. Et moi ça correspond en fait au moment pile poil années 90 où on est dans cette période où on est vraiment complètement dans l'air du temps, du grunge, d'une sorte d'esthétique du crado qui commence à apparaître, et qui d'une esthétique du crado qui n'est pas une esthétique crado punk, mais plutôt une esthétique crado hyper bien produite, quoi. C'est-à-dire du crado rutilant, quoi. C'est-à-dire des albums de Nirvana produits par Rick Rubin, je crois. C'est-à-dire du crado, mais vraiment qui est bien produit, quoi. Et je pense que c'est un truc qui a toujours accompagné Fincher, en tout cas dans ses premiers films, et je pense du coup à Alien 3, à Seven ou Fight Club. Ça a été ces films des années 90 qui ont été vraiment dans cette qui sont des marqueurs très forts de ce que ça a pu être aussi le cinéma des années 90, pour ça, de faire du cinéma hyper noir, qui se gorge un petit peu de sa noirceur, qui prend plaisir à patauger dedans à quelque part, et qui est très marquant dans les années 90, qui sont les années, donc la décennie après les années 80, au contraire plutôt bariolée, plutôt pop, non pas pop, mais plutôt genre la décennie de la réaction contre aussi la décennie précédente qui était un peu plus noire. Les années 90 c'était le moment un peu du nihilisme total, un nihilisme parfois un peu complaisant, hein, et c'est d'ailleurs souvent le problème que je peux avoir avec Fincher par la suite. Mais en tout cas moi c'est toujours été un cinéaste ça a été un cinéaste qui a été très important au début de ma cinéphilie. Et évidemment, jamais j'irai rater un film de Fincher, mais qui me pose problème. Et au final, moi, les films pour lesquels j'ai le plus d'affection, c'est effectivement ceux-là, c'est Alien 3, Seven et Fight Club. Peut-être un peu moins The Game. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est quelqu'un dont l'esthétique a viré vers quelque chose de très particulier, qui en fait un des cinéastes, en tout cas en tant que pur, on va dire, marqueur temporel très important pour les années 2000. Hein. Je pense qu'en termes de l'utilisation du cinéma à l'ère du numérique, il y a Fincher, il y a Mann éventuellement. Il y a un truc qu'on n'a pas redit non plus, parce qu'on parle de Alien 3, de ses débuts dans le cinéma. Il faut savoir qu'avant David Fincher, donc
très tôt dans les années 80, il travaille déjà pour ILM, donc il est très jeune. Fincher, il a même pas 60 balais aujourd'hui, hein. Et très tôt dans les années 80, il travaille pour ILM, il s'occupe d'effets spéciaux, notamment pour Le Temple Maudit, des choses de ce genre. Il arrive à créer des choses, il est dans l'effet spécial beaucoup, quoi. Et il va se lancer ensuite dans le clip. Il va faire énormément de clips dans les années 80. Deuxième moitié des années 80 et début 90, il fait vraiment des dizaines et des dizaines de clips, et pour des grands noms, pour Madonna, pour les Rolling Stones, pour des gens comme ça, quoi. Mais c'est étonnant. Il va participer malgré tout à une imagerie justement énorme de la fin des années 80 et du début des années 90. Et moi, ça m'intéressait quand tu parlais justement de la façon dont le crado en fait pouvait être non pas lissé, mais en tout cas rendu sexy en fait. Voilà, le sexiiser. Mais on parlait dernièrement de network et de comment justement le pouvoir va exploiter justement la contre-culture et des choses comme ça. Le grunge à un moment et évidemment cette culture dark du début des années 90 va évidemment très vite être exploitée par les majors et par les gens qui justement mettent des billes dans le cinéma, dans la musique, dans n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que Fincher, même si il a fait par exemple, tu vois, du clip pour Nine Inch Nails, des trucs un peu justement cracra, dark, c'est intéressant. D'ailleurs, il réutilisera Trent Reznor, va être un compagnon de route musicale énormément de Fincher par la suite. Mais c'est intéressant de voir que voilà, il a participé à ça. Il s'est retrouvé justement lui-même au cœur de cette machine qui va sexiser cette esthétique. Bien sûr, mais sauf que après, je pourrais pas me faire l'exégèse. Michael Bay quand même. Bah, en fait, il a lancé Michael Bay. En fait, après on pourrait renvoyer tout le monde à plein de gens comme ça. C'est pas lui qui les a lancés, c'est qu'il a été avec plusieurs autres types, et particulièrement des clippers, mais aussi certains hommes d'affaires, à l'origine d'une boîte de production qui a été extrêmement importante dans le monde des images dans les années 80 et 90, fin 80, début 90, qui est la boîte Propaganda, et qui était peuplée de réalisateurs dont évidemment Michael Bay, mais qui arrivait un petit peu sur le tard, et de gens comme Spike Jonze ou Dominique Sena ou Mark Romanek. David Lynch, ils l'ont rapatrié un petit peu, ils l'ont produit. Évidemment, mais ils en ont fait, pas lancé David dans Lynch, dans le nœud vraiment de Propaganda, il me semble qu'il y avait des gens comme Mark Romanek ou David Fincher, et David Fincher était réputé par tous comme le plus incroyable, quoi, le plus fortiche, le génie de la bande, quoi. Et c'est quelqu'un qui vient de là, et c'est toujours amusant parce que c'est, encore une fois, c'est cyclique, c'est qu'on se dit ce type-là, il fait partie donc d'une vogue de types qui vont vraiment reconfigurer le cinéma avec des gens comme Michael Bay, principalement, ou Spike Jonze, et c'est à peu près donc 10 ans, 15 ans, 20 ans après une autre vague de clippers qui sont arrivés venus d'Angleterre principalement, qui sont les Tony Scott, Ridley Scott, Alan Parker ou Adrian Lyne, qui ont aussi revigoré le cinéma américain en amenant toute leur science du visuel. Et quand on dit visuel, on l'entend vraiment publicité, pour le au coup, sens, eux, ils venaient de la publicité beaucoup. Bien sûr. Parce que la Propaganda, ça a plutôt lancé MTV. C'est une ça a accompagné la création d'MTV et l'essor d'MTV, quoi. Ça a profité de MTV qui a été un succès fracassant pour avoir des budgets pas possibles pour faire leur truc. Propaganda, en tout cas, juste pour le dire, il y a un livre qui est sorti, Playlist. Le Playlist Society, l'histoire de Propaganda, qui est un bouquin écrit presque à l'américaine, et c'est vraiment un compliment. C'est-à-dire, c'est une vraie story qui se lit tout seul, un super petit bouquin, et qui revient assez en détail sur l'histoire de cette boîte de production-là, qui est un bouquin absolument extraordinaire. Et c'est marrant parce que c'est quand même des types qui, finalement, quand on les compare avec les Ridley Scott, les Tony Scott, effectivement, ils ont fait des très bons films, mais c'est aussi des gens qui ont apporté, dans le pire des cas, une sorte d'imagerie un peu creuse, quoi. Ce qui est forcément le cas dans le clip, où il faut installer des archétypes très forts directement, mais on ne peut pas les déployer de façon comme dans la pub ou le clip, les formes courtes et particulièrement très publicitaires, supposées vendre quelque chose, un artiste ou un produit, voilà. Mais c'est des gens qui ont développé en tout cas un savoir-faire pour faire des images inédites, et c'est pour ça que le cinéma va les chercher, parce que on voit des images absolument inédites au cinéma, et on vient les chercher, ces types-là, pour les rapatrier. Et c'est vrai que moi, le cas pour parler de mon rapport avec Seven, par exemple, qui est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'étais encore au lycée, et je sais que après Zodiac, je m'étais dit, de toute façon, Zodiac, c'est l'anti-Seven, et je m'étais dit, Seven, de toute façon, le souvenir que j'en ai, c'est que Seven, c'est un truc c'était complètement dans l'air du temps, c'était très clippé, il y avait un univers baroque, bariolé, tout ce que je disais tout à l'heure, quoi, vraiment, enfin ce truc, vraiment la pluie constamment, comme dans un film de Ridley Scott, comme dans Blade exactement. Runner, il fait nuit, il pleut, c'est ça, et en fait je l'ai revu
enfin, il y a quoi, je sais que quand je l'avais vu il y a 5 ans, ça a été un choc à quel point le film n'avait pas vieilli. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne portait les outrages du temps en termes d'effets de mode. Et au contraire, on se demandait même, à le revoir, comment, à l'époque, ça avait pu être ressenti comme un tel choc visuel très très fort. À quel Mais ce point... qu'on peut se dire avec des Tony Scott aussi. Complètement. C'est qu'à partir du moment où ces films ont tellement été des chocs visuels à l'époque, en termes aussi de direction de photographie, où il y a eu Darius Khondji à la barre à ce moment-là, où c'était vraiment une photographie qu'on n'avait jamais vue à l'époque. Et en fait, à le revoir maintenant, il y a eu tellement de copies de Seven et de copies de la photographie de Darius Khondji que maintenant, ça ne saute plus à la gueule. Et ce qui reste, en fait, c'est le film qui est Sans très bon. cliché Et c'est la mise en scène aussi. Et on se rend compte que David Fincher, et c'est ce qui va vraiment l'accompagner après dans toute la suite de sa dernière période, enfin sa période actuelle, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est quelque part un classique, en fait, quelque part. C'est quelqu'un qui manie très bien le contraire, effectivement, de tous les effets chocs et les effets visuels et compagnie, c'est-à-dire la pure grammaire classique hollywoodienne. C'est très voyant dans Seven, d'une part, mais même quand il fait des séries du style Mindhunter qui a sorti dernièrement, qui est purement un film qui est, comme toutes les séries, qui est uniquement des chants contre chants, qui est la base du langage du cinéma. Depuis 2014, il n'a pas fait de long métrage. Bien sûr. C'est vrai il est engagé sur des séries, notamment Mindhunters. Il y a une deuxième saison qui doit sortir d'ailleurs. Depuis 2014, Gone Girls, donc là on est en 2019, il n'y a pas eu de long métrage. Et c'est vrai que moi, je pense que, quand on voit Mindhunter, il y a un truc, et il y a des vidéos sur internet, j'encourage tout le monde à aller voir la vidéo de Tony Zhu, Every Frame Painting, qui revient là-dessus en disant, voilà, David Fincher, tout le monde se rappelle de lui pour les mouvements de caméra improbables, mais regardez là où il est le plus fort, et en s'intéressant qu'aux scènes de dialogue de ses films, et où il revient sur le découpage de toutes les scènes de dialogue, et on se rend compte du génie du type. Et là, c'est pour le coup un héritage complètement du classicisme hollywoodien tel qu'il a été fait depuis les années 20, 30, 40, 50, quoi. Vraiment quelque chose qui est basé sur une mise en scène complètement invisible, qui ne se voit pas du tout choc. Moi, ceci dit, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces films dernière période, c'est une sorte de mise en scène invisible, à tel point que c'est bourré d'effets spéciaux, on les voit pas. Oui. Il y a une absence totale de recherche du choc dans ces derniers films. Et moi, j'ai quand même une affection. Depuis Social Network, grosso modo. Ouais, depuis Social Network. Et je pense que moi, j'aurais quand même toujours une affection, en fait, pour ce film, et c'est sûrement, ça m'est très personnel du fait de ma biographie, tout simplement, c'est que c'est des films avec lesquels j'ai grandi qui m'ont marqué pour ces côtés un peu plus sale gosse, ou comme dans Fight Club ou dans Alien 3, où il y a des scènes de montage alterné, des steadicam en fisheye et compagnie, où je me disais, ouais, le mec, il est en train d'essayer d'installer toute une sorte de nouvelle grammaire dans le cinéma hollywoodien, et ça, je sais que c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours pas mal d'affection, et où j'ai un peu plus de mal avec Fincher désormais, même si les films, je les trouve toujours très bons. T'as plus de mal parce que du coup, il y a moins d'expérimentation. Je le trouve que il y perd un côté sale gosse, en fait, que j'aimais bien chez lui. En fait, que je trouvais Fight Club, moi, me plaît parce que je pense que c'est un pur film d'ado. Il le réalise, il n'est pas du tout ado. Mais pour moi, c'est un film d'ado, complètement. Et d'ailleurs, je pense que si on doit parler de commencer à parler de Fight Club maintenant... On peut faire une petite pause parce que c'est un truc sur lequel je voudrais bien revenir, justement ce côté sale gosse et expérimentation. On va faire une pause, on va écouter justement la bande originale de Fight Club, donc c'est les Dust Brothers qu'on va écouter, et puis des petits extraits du film, bien évidemment. On se retrouve après pour revenir sur ce problème des sales gosses. If you are seated in an emergency exit row, and feel you would be unable or unwilling to perform the duties listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you. It's a lot of responsibility. Want to switch seats? No, I'm not sure I'm the man for that particular job. An exit door procedure at 30,000 feet. The illusion of safety. Yeah, I guess so. You know why they put oxygen masks on planes? So you can breathe. Oxygen gets you high. In a catastrophic emergency, you're taking giant panic breaths. Suddenly you become euphoric, docile. You accept your fate. It's all right here. Emergency water landing 600 miles an hour. Blank faces, calm as Hindu cows. That's an interesting theory. What do you do? What do you mean? What do you do for a living? Why? So you can pretend like you're interested?
have a kind of sick desperation in your laugh?
Après l'extrait de Fight Club et le morceau des Duster Brothers, on a pu entendre un extrait d'une cérémonie. On avait déjà entendu un extrait tout à l'heure au début de l'émission avec Mel Gibson qui venait présenter justement l'équipe de Fight Club, à savoir Brad Pitt, Edward Norton et David Fincher. C'est extrait d'une cérémonie qui a eu lieu donc c'était il y a 10 ans exactement en fait. Une cérémonie qui peut-être n'existe plus aujourd'hui, hein, qui célèbre les films de mecs avec des couilles. Je pense qu'avec le mouvement MeToo, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, je sais pas, je me suis pas renseigné en fait. En tout cas, c'est J'imagine une Mel vidéo. Gibson donner une récompense à Abdelatif Keshish. La vidéo vaut vraiment son pesant de cacahuètes, hein. Elle est disponible donc sur YouTube et on a pu entendre Mel Gibson tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas entendu parce que c'était des images, c'est Mel Gibson qui débarque quand même sur un cheval avec un casque de viking sur la tête, qui est clairement ivre-mort et qui fait limite un salut nazi d'ailleurs en présentant Fight Club, et c'est bourré de jeux de mots. Et donc là on a entendu les acteurs du film et David Fincher lire des critiques d'époque, hein, du film qui attaquaient le Fight Club en disant que c'était un film fasciste ou des conneries du genre. Bon, tout ça c'est un peu grotesque, on est un peu loin de ça aujourd'hui quand même. Avant cette coupure, avant cette pause, on était sur cette idée, en tout cas cette question de l'expérimentation chez Fincher et de son côté sale gosse, qui sont sans doute intimement mêlés les deux, et aujourd'hui moi me paraît en tout cas elle aussi en fait un peu dépassée, parce que en effet Fincher est passé à autre chose, mais même à l'époque en fait moi je suis pas convaincu en fait, alors non pas par les expérimentations visuelles ni par ce que Fincher a apporté évidemment au cinéma américain depuis 20 ans, hein, ça on est d'accord, et c'est indéniable, ouais. C'est une évidence, on va pas revenir là-dessus. En Faut revanche, le dire, c'est un des plus grands inventeurs de forme. oui. Je reviendrai pas là-dessus du tout. En revanche, et y compris notamment dans Fight Club et dans le film qui fera après, Panic Room, j'ai toujours, en revoyant ces films-là, l'impression d'avoir affaire non pas à une expérimentation comme celle que des cinéastes des années 70 pouvaient faire, notamment des expérimentations qui étaient en lien direct quand même avec ce qu'ils voulaient raconter, c'est-à-dire que des gens qui cherchent la meilleure manière de raconter une histoire, une idée, en tout cas d'exprimer quelque chose, mais plutôt, et c'est le gros souci que je peux avoir avec ces deux films en particulier de Fincher, hein, d'avoir quelqu'un qui fait une démonstration, en fait. Moi je pense qu'après ça c'est complètement inhérent à Fight Club, de toute façon. Je pense que mais je pense que moi tout en ayant vraiment beaucoup de désamour pour ce qu'on a appelé les films de petits malins, Fight Club pour moi en est un. Mais par contre c'est vraiment le film de petit malin ultime, et que je trouve admirablement bien agencé, et moi en tout cas pour le coup, et ça c'est en dehors de tout jugement critique, moi qui marche à chaque coup pour moi et qui justifie en fait dans sa place des films du dimanche soir, parce que je trouve que c'est hyper spectaculaire, mais c'est spectaculaire sur un point de vue aussi très cérébral. Moi je trouve que c'est un film qui te sollicite beaucoup cérébralement, et ce qui n'est pas forcément une qualité en soi en fait, hein. Par exemple les films de Nolan sont très cérébraux aussi, et je pense que tous les films de Fincher sont extrêmement cérébraux. Ils te sollicitent l'intellect plus que, on va dire pour aller très schématiquement, plus que le cœur ou plus que les sens en fait, hein. C'est vraiment l'intellect qu'il te sollicite, et c'est valable dans un film comme Gone Girl, qui est une pure machination et qui est presque un film jumeau de Fight Club quelque part. Mais il y a ce truc là. Moi ce que j'aime là-dedans, ouais, ce que je trouve toujours assez dingue, ouais, c'est vraiment tous ces niveaux un peu méta qui sont entremêlés, et que moi qui me plaisent toujours. Après, et là encore une fois, ouais, c'est très personnel, donc j'aurais du mal à argumenter en disant pourquoi c'est bon, parce qu'effectivement c'est un film à problème. Ouais, c'est un film qui me pose problème aussi. Alors, si tu me permets que je te Bien coupe sûr. la parole, ce que je ne fais jamais, parce qu'on est sur le point du film à problème. Moi, évidemment, Fight Club, j'ai dit à quel point je n'aimais pas le film quand il est sorti, quand j'ai découvert adolescent. J'avais une espèce de rejet total en fait de Fight Club. J'ai redécouvert David Fincher depuis. En fait, j'ai réappris à adorer Seven ou d'autres films, ou Zodiac ou d'autres films de Fincher. Et donc, en revoyant, par exemple, là cette semaine, par exemple, Fight Club, je me suis dit tiens, je vais le revoir, mais en sachant pertinemment que Fincher
Fincher est un grand cinéaste en fait, et évidemment ce qui me dérangeait dans ce film-là, je vais essayer de voir qu'est-ce qui me dérange exactement, quoi. Il y a plusieurs points qui sont apparus. Il y a le problème évidemment donc du visuel dont on a déjà parlé, donc de cette expérimentation visuelle, de cette espèce de lourdeur même que je retrouve dans le film, mais une lourdeur redondante, une littéralité en fait. Mais une littéralité qui arrive à être redondante malgré tout, c'est-à-dire qu'il va te dire un truc, il va te le répéter encore après par des images et par des paroles. Enfin bref, ça c'est il y a un point qui m'intéresse, c'est le point de vue en fait. Ça va être un peu compliqué à exprimer, mais je retrouve dans Fight Club en fait un questionnement qui lie des films qui sont problématiques pour moi en fait, et qui pour certains sont vraiment m'ont vraiment touché. Le premier, ça va être Taxi Driver. On retrouve évidemment un personnage principal qui est taré, qui est limite fasciste. Je peux comprendre du coup entre guillemets les accusations. Enfin, en tout cas, là je pense pour juste, c'est à mon tour de te couper, mais qui est récipiendaire des angoisses d'une société à un temps donné. Évidemment. Autant Travis Bickle est récipiendaire vraiment des angoisses, et enfin surtout d'une fausse solution à une angoisse d'une société à un temps donné dans les années 70, et autant Tyler Durden aussi est exactement le récipiendaire des angoisses et des fausses solutions à y apporter à un temps donné. Ouais. Exactement, et je suis tout à fait d'accord, et évidemment quand je vois Fight Club, je suis capable de faire la distinction entre le point de vue d'un personnage et celui de son metteur en scène. Donc voilà, il y a une première problématique qui évidemment qu'on a tendance à oublier. Et moi, c'est vrai que quand j'ai découvert Fight Club, je pense que j'avais absolument pas pris ça en compte. C'est-à-dire que le point de vue du personnage ou ce qu'expriment les personnages du film n'est pas forcément le point de vue du metteur en scène, mais par contre peut refléter évidemment des questionnements, des problématiques et des choses un peu bizarres. Et la deuxième chose qui m'avait vraiment qui me posait problème, et c'était vraiment une problématique dans le sens pur du terme, à savoir je n'ai pas de réponse du tout à ça. Je l'ai assez vite associé en fait à deux films qui sont très problématiques aussi pour moi, Scarface de De Palma et Tueur-né d'Oliver Stone en fait. Ah oui. Scarface évidemment pour cette espèce de culte qu'il y a pu y avoir autour du personnage de Tony Montana, comme il y a pu y avoir autour du personnage de Tyler Durden, en me disant toujours oui mais les gens qui ont vu Scarface n'ont peut-être pas vu le film jusqu'en entier parce que c'est quand même le portrait d'un psychopathe, tout ça machin, et ils l'ont pas forcément vu. Et Tueur-né, bon, c'est évident que c'est des tueurs en série, enfin que c'est des malfrats, donc le spectateur n'a pas de souci avec ça, mais c'est plutôt par rapport à le rapport que le film a avec la culture pop en fait. Et Oliver Stone qui avait vraiment tenté visiblement d'utiliser la culture populaire pour la renvoyer contre elle d'ailleurs. Enfin, il y avait quelque chose qui pour moi dans Tueur-né, un film que je n'arrive pas à regarder et qui pourtant je pense est peut-être intéressant, il faudrait que je réessaye encore, mais j'ai pas vu ça depuis 20 ans, hein. C'est pas moi qui vais t'aider. Mais que pareil, j'aurais aimé ce film Tueur-né. Peut-être pour les mêmes raisons que j'aimerais aimer Fight Club, à savoir c'est un film justement qui sans doute, c'est encore une fois faudrait que mais parle justement énormément en fait de son époque. Plus personne aujourd'hui parle de Tueur-né, j'ai l'impression. Il y a eu un tel scandale à l'époque, beaucoup plus que pour Fight Club, mais qui peut-être touchait à quelque chose de similaire en fait, même en termes d'expérimentation. On parlait justement justement des expérimentations visuelles de Fincher, même si elles sont esthétiquement très différentes évidemment de ce que fait Oliver Stone, mais on rejoint quand même quelque chose, c'est-à-dire justement on va parler de cette culture populaire, on va parler des problèmes de société, même d'une espèce de colère qui c'est explicité dans Fight Club, de façon pas à la Beck BD, puis j'aurais plutôt pensé à du Houellebecq en fait, de ce côté non pas nihiliste mais en tout cas désinvolte, et on a plus de repères, on a plus d'appui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les gens qui nous vendent n'importe quoi, enfin bref, ils participent, Starbucks, ils nous vendent des trucs, bref. Fight Club c'est pas contemporain, mais en tout cas ça participe aussi à ce sorte d'air du temps qui avec Houellebecq ou Bret Easton Ellis, qu'on est à fond dedans. On est à fond dedans. C'est comment on arrive au moment où la société de consommation a atteint le point de totalitarisme total, et où la société du spectacle est totale au point que la subversion est elle-même agglomérée là-dedans, quoi. Exactement. Mais ce que voilà, encore une fois, on parlait de Network il y a pas longtemps, j'ai l'impression que
Moi, ce qui me gênait, par exemple, particulièrement dans Tueur Né, et je pense que c'est ce qui me gêne aussi un peu, même si c'est à moindre mesure dans Fight Club, c'est d'utiliser, en fait, la société du spectacle qu'on essaye, par exemple, du spectacle ou d'autres choses, d'ailleurs de consommation, grosso modo, qu'on essaye de démonter, en fait, mais on est en train de l'utiliser. Et moi, j'ai toujours eu un souci avec ce concept-là. Ouais, en fait. après, tu vois, c'est quelque chose qu'on... Ce qui est intéressant pour le coup, parce que, tu vois, Fight Club, qui est un film produit par une grosse majors, évidemment, de faire une production comme ça, comme Starship Troopers, de produire Starship Troopers au sein d'une majors comme ça, et de faire ce film-là, c'est fascinant. Mais Starship Troopers, il y a un truc en sous-main, vraiment là il y a un côté on affiche tout, j'ai du mal à y croire en fait, j'ai du mal à avoir autre chose que du cynisme. Moi ça me pose évidemment beaucoup de problèmes, et c'est moi aussi j'allais évoquer Starship Troopers qui est sorti très peu d'années avant aussi, 97, qui participe vraiment à cette vague de films où tu te dis d'un coup il y a eu des films expérimentaux produits à Hollywood, parce que Fight Club, quoi qu'on en pense, ça reste relativement expérimental, et toujours maintenant on se dit c'est assez dingue en fait la gueule du film. Mais par contre c'est vrai que comme tu le disais, c'est aussi un de ces films cultes aussi, tout comme Tueur Né l'a été, peut-être moins maintenant, il y a moins de pérennité pour Tueur Né, j'ai l'impression, mais comme Scarface qui a toujours une pérennité, où on se dit tel qu'il a été aggloméré dans la culture populaire, c'est-à-dire transformé en t-shirt, c'est à l'exact inverse finalement de ce que le film raconte textuellement, vraiment là. Textuellement, c'est un autre souci ça, mais en tout cas le propos des personnages du film. Bien sûr, mais textuellement, le film clairement nous dit le mec qui porte ce discours-là a une pure projection mentale d'un type hyper viriliste, survivaliste, et dont il faut absolument se séparer, parce qu'en fait finalement c'est là où le film, je dirais pas qu'il est complètement accompli, mais à la limite peut-être qu'une des façons de le voir le mieux serait de le prendre comme un pur film adolescent. C'est pour ça peut-être que je parlais de film de sale gosse, parce que pour moi c'est un pur film adolescent qui s'adresse à des adolescents complètement, parce que les interrogations qui le traversent, évidemment, peuvent être celles des adultes. Évidemment, on est tous d'accord. Les interrogations que se pose Norton au début du film sur la possession, la starbuckisation, la ikeaisation du monde. On voit très bien que ça s'est pas amélioré, et que on est dans un truc très très consommateur, et que le film pose la question, mais la façon dont il a de se projeter dans une sorte de fantasme qui serait le Tyler Durden, c'est quelque chose qui est automatiquement fascisant, donc du coup qui annihile en fait toute la sloganisation en fait du film qui est devenu c'est super cool, on récompense le film pour une cérémonie de cinéma viriliste. Même nous, on le met dans le film du dimanche soir parce que c'est un film super cool. Mais je pense qu'en fait, au bout du compte, une des façons peut-être de lire le film, c'est que c'est juste cet affect-là de comment dire, de déboulonner le monde, de vouloir vraiment de dire le monde de nos parents nous ont mal éduqués, on est dans un monde mortifère qui me ôte ma liberté, qui essaye de me conformer à quelque chose, et je dois trouver ma propre identité. Donc qu'est-ce que c'est la solution? Tiens, je vais me projeter dans une sorte de virilisme un peu bagarreur, dont à la fin du film il va falloir que je me défausse pour finalement retourner avec finalement celle que je baisais avant et à qui je vais enfin faire l'amour. C'est presque un coming of age movie en fait. Il y a ce truc là sur ce sujet-là, moi moi c'est le gros problème que j'ai eu avec la dernière vision que j'ai eue du film. J'espérais en fait ce genre de vision du film, comme je peux l'avoir aujourd'hui de Scarface par exemple, à savoir justement on a le portrait d'un type d'un psychopathe quoi, vraiment dans Scarface, et de t'en rendre compte aujourd'hui, et non pas de voir juste le portrait d'un type qui réussit et qui gagne de l'argent et tout le bordel, comme beaucoup de gens le voient encore aujourd'hui. Moi, en voyant Fight Club là dernièrement, enfin cette semaine quand même, j'ai pas vu un type qui à la fin du film acceptait ou rejetait au contraire justement cette vision qu'il avait, ce Tyler Durden, mais qui au contraire acceptait d'être Tyler Durden, d'être
ce mal alpha en fait. C'est-à-dire que moi c'est comme ça que j'ai vu Fight Club dernièrement, et c'est là que ça me pose problème, c'est que c'est pas un final comme celui de Scarface par exemple, c'est presque à peu près l'inverse. C'est-à-dire que non, au contraire, il faut accepter d'être un mal alpha. Cette fille que je baisais, je vais pas lui faire l'amour, je vais continuer à la baiser. Sauf que je vais pas me coltiner en fait un double. J'ai accepté que ce double, ça c'est moi en fait, et que je suis ce type-là, et que c'est en étant ce type-là en fait que je vais réussir à faire ce que je veux faire. Non, je pense que c'est vraiment un truc beaucoup plus moi tel que ma lecture, c'est vraiment ce truc-là, c'est qu'effectivement cette projection extérieure de mal alpha ultra dominant de Brad Pitt qui ressemble au pub Calvin Klein qu'il conspue, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut juste agglomérer dans sa personnalité et non pas la fantasmer ou essayer de devenir ça. C'est quelque chose qu'il faut agglomérer. Mais moi je pense, mais agglomérer, c'est-à-dire c'est pas devenir lui, c'est l'agglomérer, l'accepter, la corriger quelque part, ou je sais pas, mais en tout cas en faire une partie de soi-même et non pas une sorte de projection fantasmatique. Je m'attendais pas à un happy end où il va rejeter sa part sombre et dire non ce type-là est méchant et on va non absolument pas. Mais ce final, parce que on parle du plan final du film finalement où il va justement attraper la main, et c'est vrai qu'il y a une forme de tendresse dans ce plan, parce que c'est un plan où du coup il attrape la main de Helena Bonham Carter. Voilà, c'est ça. Et il regarde les immeubles s'effondrer avec une forme de... Enfin, pas de la béatitude, parce que de toute façon ils sont de dos, mais en tout cas voilà, la façon dont ils réagissent montre qu'en tout cas ils vivent cette explosion du monde devant eux avec une forme de sérénité. Ouais. C'est ce qui est montré dans le film. Donc en effet il y a une acceptation de cette part sombre. Mais après encore une fois on est dans des théories un peu fumeuses, mais c'est difficile en fait. C'est une question d'appréciation. On a beaucoup parlé d'appréciation, on a peut-être pas assez d'ailleurs, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus presque finalement aujourd'hui avec ce film là, c'est que c'est une question d'appréciation. Moi par exemple j'ai pas pris de plaisir particulier en regardant le film, c'est-à-dire que j'ai pas senti de générosité, j'ai senti en fait une accumulation de choses mais pas de la générosité. J'ai trouvé que le film était trop long, j'ai trouvé que le film était redondant, que la lourdeur qui pouvait être présente dans Seven était extrêmement efficace, mais que dans ce film-là, la lourdeur plombe le film du coup. C'est une question d'appréciation, je pense énormément, et je suis content qu'on ait cette conversation ce soir ensemble autour de cette table dans les studios bis de Canal B. Et je pense que l'appréciation que tu as est partagée par beaucoup de gens qui se retrouvent en effet dans le sentiment adolescent, justement, comme tu dis, qui aujourd'hui, justement, peut-être 20 ans plus tard, se rendent compte qu'ils ont pu faire peut-être la part des choses, et ils revoient le film avec beaucoup de plaisir en se disant oui et puis ils vont partir à Ikea après quoi. Peut-être il y a ce côté-là qui me gêne aussi énormément dans ce film. Complètement mais ouais, je pense que de toute façon t'as un côté chez lui là pour le coup, la fin de Fight Club, effectivement, si on le lit comme ça, de toute façon c'est une fin qui finalement relativement on va dire conservatrice et réactionnaire. À la limite c'est presque, et je pense Fight Club invite à des lectures un petit peu métaphoriques, parce que paradoxalement, parce que c'est un film extrêmement littéral en fait, qui accumule les signes, comme souvent chez Fincher, accumule d'une part les discours. On a beaucoup de gens qui discourent sur les choses, qui théorisent les choses, et on a beaucoup de signes qui nous sont disposés par la mise en scène qu'il s'agit de décrypter. Donc forcément on se trouve dans un univers de sens qui se confronte avec des signes, et des signes qui se confrontent avec des sens, qui fait que ça invite à ce truc complotiste, ou complotiste en tout cas de surinterprétation quoi. Et effectivement, moi après cette fin me pose problème, moi par exemple intellectuellement, mais je la trouve très belle. Par exemple, moi je suis toujours ému par cette fin, d'un sentiment que je ne retrouve pas chez Fincher après en fait quoi. Mais parce que ça touche probablement à quelque chose de très adolescent, de cette sorte d'envie de fin du monde quelque part aussi, d'envoyer tout péter. Et je pense aussi que t'as ce truc qui est une sorte de parfaite synthèse aussi de ce que c'est le cinéma de Fincher, où qui a toujours mis en scène des personnages inadaptés socialement quelque part, avec le monde extérieur qui est toujours une menace, quelque chose où les gens soit t'es pris dans la machination de quelqu'un, il faut jouer avec les règles du jeu, au final tu te rends compte que la machination qu'ils t'ont fait
n'est qu'une émanation de toi-même. Alors Fight Club c'est exemplaire, mais même Gone Girl c'est ça. Enfin, voilà, il y a cette chose. On est pris dans un piège. On est pris dans un piège. Grosso modo, c'est l'idée des films de Fincher, c'est qu'on est pris dans un piège. Mais c'est le piège de la société, c'est le piège d'un fou, c'est Seven, hein, c'est le piège d'un fou, c'est voilà The Game, le piège de son frère, c'est un Bien jeu. sûr. Mais il reste ce côté. Par contre, avant de terminer, parce qu'on est sur la fin de l'émission, moi j'avais une dernière question à te poser, il faut que je la retrouve. Mais c'est ah si, voilà, je l'ai. Parce que c'est la question que je me suis posée, justement. Je parlais tout à l'heure des points de vue, c'était un truc qui m'intéressait. Pour ça que je parlais de Travis Bickle. C'est pour ça aussi que je parlais de Oliver Stone ou d'autres. Moi, j'ai eu pendant toute la vision de Fight Club la question de me dire, bah voilà, qu'est-ce qui tient du point de vue de Fincher, du personnage principal, du narrateur, et voilà, comment faire la part des choses. Et justement, par rapport à cette séquence finale, moi en voyant le plan final, j'avais l'impression de ne plus avoir le point de vue justement du narrateur, qui est là tout le long du film, avec sa voix off, avec justement des plans mentaux énormément. Et ce plan final justement du narrateur qui tient la main de son amoureuse en regardant le monde s'effondrer, je me posais vraiment la question de là, à ce moment-là, est-ce qu'on est encore du point de vue du narrateur ou du point de vue de Fincher? Et c'est là où cette question de la morale entre guillemets du film me devenait extrêmement problématique pour moi, je pense que c'est une pure image, j'ai le gros mot, mais c'est poétique dans le sens où c'est une pure projection mentale. Et je pense que Fincher, un de ses grands référents, et c'est son référent déclaré, et c'est aussi quelque chose qu'on ressent, moi que je ressens très fortement dans ses films, c'est que sa référence c'est Kubrick. Et Kubrick, il n'a fait que de faire des films cérébraux, qui sont que presque des projections d'espace mental de ses protagonistes, ou d'un espace mental dans lequel il les enferme, l'Overlook Hotel, quoi, quelque chose comme ça, de projection mentale. Et pour moi, la scène de fin a cette qualité, en tout cas poétique, qui fait que oui, on peut très bien ça joue sur cette indistinction, où est-ce que déjà les tours s'effondrent réellement ou pas, ou est-ce que c'est le pur fantasme ou un pur désir, et tel que moi je l'interprète là pour le coup intellectuellement, ouais, c'est que c'est vraiment cette chose qui est très chez Fincher, c'est qu'on a quelqu'un qui est presque qui se protège du réel ou qui est agressé par le réel, et là le réel s'effondre, et il y a une chose à inventer, quoi, quelque part, enfin qui serait de l'ordre très individualiste, hein, en tout cas ou du couple, quoi, mais et qui est presque un peu ridicule, parce que moi, c'est aussi la limite que je trouve au cinéma de Fincher en général, et aussi au cinéma de Kubrick, c'est que c'est très nihiliste, quoi, et qu'il y a cette absence de chaleur humaine dans tous leurs films, chacun d'entre eux, qui me pose problème de toute façon, et surtout beaucoup plus dans la dernière période de Fincher. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un nihilisme, non pas poseur, mais assez satisfait, en fait. J'aurais presque, mais pour terminer, parce que quand tu vois Benjamin Button, pour le coup, justement, il a essayé de J'ai pas revu depuis sa sortie. Il a essayé de récupérer cette chaleur humaine. C'est quelque part entre Sur la route de Madison et Forrest Gump. Et il essaye justement de récupérer cette chaleur humaine, cette espèce de voilà, on s'accroche justement à l'amour qu'on a, voilà. Et bizarrement, bah ça fonctionne pas particulièrement, parce que t'as ce côté froid de la machine, en fait. On sent la machine. Mais c'est peut-être qui me dérange un petit peu. Ah bah je pense que chez Fincher, de toute façon, parce il y aura toujours ça. C'est un niveau 10 000 dans Fight Club, c'est la machine. Mais c'est voilà que j'aurais peut-être un peu facilement associé à du cynisme, mais voilà, il est malheureusement temps qu'on se quitte. Il faut qu'on répète que Fight Club, pour que tout le monde fasse son idée, est projeté à l'Arvor le 26 mai, le dimanche 26 mai à 21h15 ou 21h, super, parce que le film est un peu long, ça tombe bien. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site de Canal B en podcast, et puis sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt. Et on se quitte avec un dernier extrait de Fight Club de David Fincher. Merci, au revoir. Des bisous. 3 minutes. This is it. The beginning. Ground zero. I think this is about where we came in. Would you like to say a few words to mark the occasion? I'm sorry?
I still can't think of anything. Flashback humor.